On va débuter du coup le webinaire. Bonjour à tous, meilleurs vœux aussi et bonne année 2025. Nous allons débuter le webinaire élevage du programme Valavie sur comment utiliser l'arbre et la haie à l'échelle de la ferme sur les principes de l'hydrologie régénérative. Euh, ce webinaire, il est dans le cadre d'un programme CASDAR qui est piloté donc par Annabelle Galitre de la Chambre d'agriculture Nouvelle-Aquitaine et copiloté par Éric Sirou, Noémie Ostandier et Nicolas Chasselard de la Chambre d'agriculture de Charente qui animera aussi ce webinaire ainsi que moi-même, Laura Fournier de la Chambre d'agriculture de la Corrèze. Aujourd'hui, il y aura deux intervenants, donc David Oliveau de l'association Promé et Pierre-Antoine Rimbourg, qui est éleveur en bovins viande et qui a mis en place des implantations de haies sur ces principes-là sur sa ferme. Ce webinaire, il fait partie d'une série de webinaires où notre groupe donc Viticulture organise également sur le même principe des webinaires. Le prochain sera en février sur le système agroforestier en viticulture. Euh, Ce programme, c'est un programme CASDAR. Le but, c'est de s'approprier, de convaincre et de transférer tout un tas de connaissances sur l'agroforesterie, notamment en élevage et en viticulture. Euh, il comporte plusieurs partenaires, des partenaires assez diversifiés, comme des associations, comme d'autres chambres d'agriculture, mais aussi comme l'Institut de l'élevage ou l'Institut français des vignes et du vin. Pour le bon déroulement de ce webinaire, durant la présentation, on vous demandera d'enlever vos caméras et vos micros. Le webinaire est enregistré et il sera rediffusé. Euh, Durant la présentation, si vous avez des questions, on vous demandera de les poser donc dans le chat, dans l'onglet Conversation. Et Nicolas, qui est ici présent, prendra en compte toutes vos questions pour ensuite les poser aux intervenants. Nous avons prévu un temps d'échange à la fin. Durant ce temps d'échange, on vous demandera de lever la main, de vous présenter, de prendre la parole. Euh, on va pouvoir enfin débuter. David, je te laisse la main. Ok, je vais vous partager mon écran. Est-ce que c'est bon? Bonjour à tous. David Oliveau de l'association Promet en Nouvelle-Aquitaine. On n'a Euh, pas de j'ai- partage. Ah, vous n'êtes pas le partage. Tac. Ouais, est-ce que c'est bon? Ok, allez, c'est reparti. Donc, je disais, ouais, David Oliveau de l'association Promet en Nouvelle-Aquitaine. Je suis technicien agroforestier à l'association depuis 2004. Donc, on œuvre en faveur de l'arbre et de la haie sur l'ancienne région Poitou-Charentes, et y compris sur la Haute-Vienne et la Dordogne. Donc, on participe au programme CASDAR Valavie. Et c'est vrai que ça nous a intéressé de proposer cette thématique-là sur l'hydrologie régénérative et de vous présenter le travail qu'a mené Pierre-Antoine Rimbourg, l'agriculteur qui vous parlera tout à l'heure, qui est sur la commune de Hesse. Euh, donc, euh, euh, Hop là, excusez-moi. Excusez-moi, paf. Donc juste, moi je vais vous faire pendant 10 minutes un petit rappel sur sur l'hydrologie régénérative. Hein, l'idée c'est de repartir un petit peu de la base pour qu'on puisse avoir un petit peu tous la même vision, le même langage un petit peu de ce que ça peut représenter. Et ensuite je passerai la main du coup à Pierre-Antoine. Alors
En introduction également, voilà, je ne suis pas hydrologue, je ne suis pas ingénieur agronome, je suis juste un humble représentant de l'arbre et de la haie. Et donc, je me suis appuyé sur plusieurs travaux en cours, notamment le travail de Samuel Bonvoisin. Donc, il a une très très bonne conférence sur le site de Vers de Terre Production. Il y a un document, il y a un livre qui a été édité aussi en ce sens-là sur cultiver l'eau douce. Donc, il a fait un super travail de vulgarisation. Je vous invite à aller voir ça. Je me suis appuyé aussi sur les travaux du Permalab, qui est un bureau d'études et qui fait des formations autour de l'hydrologie régénérative. Et enfin, je me suis appuyé aussi sur le bureau d'études hydronomie de Marlène Vissac, qui a un super site internet également, avec pas mal de documents, notamment ce petit guide du Keyline, qui est un petit document PDF et qui permet de mieux visualiser ce que ça peut représenter, ce genre d'aménagement par la suite sur les fermes. Un petit rappel sur le cycle de l'eau, des choses que tout le monde a déjà vues, tout le monde a déjà constaté. Dans la vision de la présentation de Samuel Bonvoisin, ce qui est intéressant, c'est cette différenciation entre l'eau bleue et l'eau verte. Donc l'eau bleue, pour refaire le point là-dessus, bah, tout ce qui est les masses d'eau, océan, mer, lac, rivière, vapeur d'eau, condensation et pluviométrie du cycle de l'eau, dans le cycle de l'eau, pardon. Mais ce qui est hyper important, c'est cette fameuse eau verte, donc qui est le résultat de l'évapotranspiration à la fois des sols et à la fois de la végétation. Et j'étais assez stupéfait pour ma part de voir qu'à l'échelle planétaire, en fait, ça représente entre 55 et 63% des précipitations continentales. Donc ça veut dire que nos agrosystèmes, les écosystèmes, donc les sols et la végétation, contribuent largement à la formation de la pluviométrie. Donc ça, c'est hyper important à avoir en tête parce que ces pluies sont le résultat de la capacité de nos paysages à renvoyer l'eau dans l'atmosphère pour que ça soit efficace, hein. Ce qu'évoque aussi Samuel Bonvoisin, c'est quand les cycles de l'eau verte sont fonctionnels, euh, cette molécule d'eau, elle va pouvoir être recyclée 5 à 6 fois avant de repartir vers l'océan et de repartir dans le grand cycle, si je peux dire. Donc, il y a eu des aménagements, il y a des choses qui ont été faites qui ont un petit peu brusqué ces cycles de l'eau, voire voilà, vraiment compromis dans certains cas. Donc, effectivement, on peut, on connaît tous hein, ce qui s'est passé dans nos territoires agricoles. Je pointe pas du doigt tout ce qui a été fait, c'est pas la question, hein. Mais effectivement, on sait que les remembrements ont eu un impact sur les paysages, la biodive et l'eau, de même que certaines pratiques agricoles, hein, les cultures simplifiées aujourd'hui, ben voilà, peuvent répondre à ça. Les couverts notamment. À une époque, il y a eu des grands programmes de recalibrage des cours d'eau. Donc, tous ces aménagements avaient peut-être à la base quelque chose de positif, de rendre des parcelles accessibles, de rendre une agriculture peut-être plus rentable, on va dire. Mais aujourd'hui, et la vision de ce qu'on a aujourd'hui, c'est que l'idée, c'était quand même de faire partir l'eau le plus vite possible de nos agrosystèmes et de nos écosystèmes. Et ça, c'était problématique. J'étais assez surpris aussi d'apprendre que, enfin, je n'avais pas bien mesuré, mais au niveau de la SAU en France, on a à peu près 10% des terres agricoles qui sont drainées. Donc là encore, ben, effectivement, il y avait un objectif, il y avait quelque chose qui était fait pour ça, pour le rendre plus fonctionnel, plus rentable. Mais là encore, l'idée, c'est de faire partir l'eau de nos agrosystèmes et de nos écosystèmes. Et donc forcément, dès que bah, on met le dérèglement climatique dans l'équation, on va avoir des grains de sable qui vont s'opérer sur les fermes, sur les écosystèmes. Et donc, ça va générer des problématiques pour les humains, bien entendu, quoi. Donc, on n'est pas les seuls à faire ces constats-là. Depuis les années 50-70, il s'est passé pas mal de choses. Il y a des gens qui ont été confrontés à ces aléas. Juste rapidement, Monsieur Yomans sur l'Australie, qui est agriculteur sur le nord de Melbourne, lui, effectivement, bah, il a subi ces aléas climatiques et ben, ça lui a pas convenu de se dire, bah, voilà, je peux rien faire ou quoi que ce soit. Il a essayé de se poser des questions et d'identifier des stratégies pour rendre son espace agricole plus résilient par rapport à l'eau, par rapport au déficit et à l'humidité, et pour pouvoir le répartir sur l'ensemble de son parcellaire. Donc il y avait ces visions de se dire, essayons de ne pas faire partir l'eau de manière à ce qu'on puisse ben, la gérer, l'avoir
pour l'agrosystème, l'avoir pour l'écosystème, et de ne pas faire partir toute cette eau vers l'océan le plus rapidement possible. Donc c'est un petit peu avec cette personne-là, Marc Shepard aussi, qui avait fait un livre sur l'agriculture de régénération que je salue. Euh, et effectivement, ce sont des personnes qui ont fait, on va dire, naître un petit peu l'hydrologie régénérative. Et donc, si on devait lui donner une définition, hein, donc c'est vraiment la science de régénérer le cycle de l'eau douce par l'aménagement du territoire. Et là-dedans, nos paysages, ils sont hyper importants parce que tous ces paysages-là vont pouvoir apporter de l'humidité par cette eau verte, par cette condensation sur des territoires qui sont vraiment un petit peu dépendants de ça, quoi. Donc, pour ceux qui ont déjà consulté un petit peu ces principes, hein, l'idée, c'est de ralentir, de répartir, d'infiltrer, de stocker cette eau de ruissellement, hein, d'éviter qu'elle s'en aille le plus vite à la mer, et aussi de densifier la végétation fonctionnelle. Donc là, on est vraiment, par rapport à tout ça, à nos végétaux, enfin, je ne peux pas aller trop dans le détail, mais à cette histoire de rugosité du paysage, comment on va créer un petit peu des courants ascendants, des choses un petit peu particulières pour favoriser la condensation, hein, dans nos paysages pour pouvoir avoir de l'humidité et favoriser la création de nuages et inciter à la pluviométrie, quoi. Donc, l'idée de cette hydrologie régénérative, c'est faire en sorte que le chemin de l'eau soit le plus long possible. Alors, oui, ça va vraiment à l'inverse de ce qu'on a vu avec les quelques photos qui n'étaient pas là pour jeter l'opprobre, hein, sur ce qui s'est passé. Mais voilà, là, on va se dire, on va essayer de garder le plus possible l'eau. Dans ce que met en avant Samuel Bonvoisin, j'ai bien aimé son approche aussi. C'est pas le seul, le père Malable, a effectivement les mêmes approches et les mêmes constats. C'est qu'il y a deux gestions un petit peu par rapport à cette eau. C'est d'une part la gestion horizontale, donc comment on va pouvoir créer des barrières entre guillemets pour l'eau, pour favoriser son infiltration et la stocker, voilà, dans des recharges ou dans des petits bassins par exemple. Donc, comment identifier un petit peu ces paramètres pour faciliter à court terme le stockage de l'eau. Ça va être le même principe sur le sol. Quelles pratiques agricoles on va pouvoir mettre en place pour éviter enfin, d'une part d'avoir un sol vivant, de faciliter le retour de la matière organique dans les sols, hein, parce qu'il y a la matière organique et le sol a cette capacité éponge de pouvoir stocker l'eau et de la restituer dans le milieu naturel, dans le milieu agricole. Donc de pouvoir travailler sur cette gestion horizontale via l'eau et via le sol, ça permet de travailler sur un premier pan, on va dire. Et là encore, on revient sur nos arbres, on revient sur l'agroforesterie. L'agroforesterie, un terme générique qui va mettre les arbres isolés, les alignements d'arbres, l'agroforesterie intraparcellaire et les haies, et qui vont avoir pour objectif d'alimenter le cycle de l'eau verte dans l'évaporation, dans la condensation de nos agrosystèmes. Par contre, là, on se retrouve pour favoriser toujours cette infiltration et réduire les départs d'eau, quoi. Par contre, effectivement, ce qui est important, et j'aime bien ce petit graphique aussi, c'est tout ce qu'on va faire sur l'eau et le sol, ça va être quelque chose de très concret qui va se mesurer à court terme. Et je vous apprends rien hein, sur l'implantation des arbres. Si on veut avoir des arbres qui soient fonctionnels, qui aient des rôles brisement, qui aient des rôles d'infiltration, il va falloir que le temps du végétal se mette en place. Et il va falloir attendre entre 10 et 20 ans en fonction des types de sol et de la composition des éléments arborés pour pouvoir travailler sur l'hydrologie globale des parcelles, quoi. Donc le temps long, il est à prendre en compte aussi. Et c'est vrai que le temps pour planter l'arbre, c'était il y a 10 ans. Et puis voilà, et on a perdu du temps évidemment. Aujourd'hui, voilà, il faut maximiser ces plantations, quoi. Donc quelques techniques utilisées en hydrologie régénérative, vous en avez sûrement déjà vu un certain nombre, hein. C'est de travailler sur ce qu'on appelle le keyline. Alors là encore, hein, je ne suis pas spécialiste de ça, je vous retransmets un petit peu ces éléments-là, mais de pouvoir travailler, là encore, pour limiter et infiltrer cette eau. Donc soit par des techniques culturelles ou des outils particuliers qui vont travailler perpendiculaire à la pente pour favoriser l'infiltration de l'eau. On va poser effectivement sur ces courbes de niveau, sur le keyline, en fait, on va travailler en partenariat effectivement avec la courbe de niveau, mais une fois qu'on aura identifié et qu'on aura lu la topographie, on va pouvoir un petit peu juger des risques érosifs quand c'est le cas. Et donc l'idée, ça va être de pouvoir placer les arbres où l'eau passe, en faisant attention aux semelles de labour, en faisant attention à ne pas avoir de sol trop tassé qui empêcherait certaines remontées capillaires pour le fonctionnement des sols, etc., etc. Mais voilà, on va créer des espaces pour, là encore, favoriser et garder l'eau sur la parcelle le plus longtemps possible. Alors ça peut être combiné.
avec, pas toujours, hein, ça peut être combiné avec ce qu'on va appeler des baissières ou des noues ou des fossés d'infiltration, un petit peu comme on le souhaite. Quelques illustrations d'Alain Mallard qui travaille de manière très précise sur ces questions-là et on voit bien sur ces deux photos qui sont sur le même secteur hein, l'importance de ces fossés-là dans l'hydrologie régénérative pour le stockage de l'eau et d'éviter que ça parte tout de suite dans les fossés, et dans les cours d'eau et via l'océan. Donc, c'est pas toujours, on va pas toujours les associer à des baissières, hein, les plantations d'arbres sur les lignes, sur les keylines, hein, mais quand même, quelquefois, ça peut être hyper intéressant. Et donc, bien entendu, dans certains cas, d'avoir des bassins tampons pour pouvoir gérer le surplus d'eau, bah, ça peut être quelque chose d'hyper intéressant. Euh, L'idée, en fait, là encore, je reviens un petit peu là-dessus, mais l'idée, c'est qu'on déconnecte un petit peu les chemins artificiels du réseau d'eau du réseau naturel. Hein. Plutôt que de le laisser couler directement via la rivière, c'est de lui faire prendre le chemin le plus long dans les parcelles pour que on puisse garder le maximum, qu'on recharge les sols et les nappes. Et c'est aussi un petit peu le meilleur moyen de partager l'eau, hein, de manière qu'elle s'infiltre lentement dans nos sols, que ça puisse repartir le plus tard possible dans l'atmosphère. Alors bien entendu, hein, c'est qu'une partie, mais bien sûr la couverture des sols, les ouvrages d'infiltration, l'agroforesterie, tout ça, ce sont voilà, c'est des choses qui sont liées, qui sont hyper importantes pour la circulation de l'eau dans nos paysages. J'espère que j'ai pas été trop long sur cette petite brève présentation. Je vais passer la main à Pierre-Antoine Rimbaud. Il va vous présenter sa ferme. Je serai là juste à côté, on va dire. Et je lui passe la main et puis je te fais passer les diapos à Pierre-Antoine au besoin. Ok, bah, bonjour à tous et à toutes. Bah, vas-y, tu peux passer la diapo d'après. Donc, Pierre-Antoine Rimbourg, je suis paysan sur la commune de Hesse, à côté de Confolens. On exploite une ferme qui fait 150 hectares d'un seul tenant et qui est exclusivement en prairie naturelle. Prairie naturelle, ça veut dire que, bah, voilà, vous voyez le topo vu de dessus, ça veut dire on n'a pas de, on replante pas, on réensemence pas nos prairies. L'objectif, c'est de les améliorer sur le temps long, sans labour et juste avec des pratiques extérieures. Donc, pour vous donner un peu un topo, on est sur la ferme là, qui est entourée par le rond. Ça représente, tu peux rester sur celle d'avant, voilà, ça représente, non, celle d'avant. Encore avant. Excuse-moi. Ouais, celle d'encore avant, voilà. Donc, on est sur un sol granitique. Euh, toute la partie nord, donc, qui va vers la diagonale sur la droite, est plutôt limono-sableuse. Donc, elle est très portante, assez intéressante, mais aussi très filtrante et du coup très séchante l'été. Elle est intéressante chez nous dans un système d'élevage bovin en plein air parce que nos vaches, on n'a pas de bâtiment, donc elles restent dehors toute l'année. Et du coup, pour faire les vélages, pour affourager, il n'y a aucun souci, on peut laisser les bêtes dehors, y aller avec les tracteurs, on n'a pas de souci de dégradation du sol. Et sur la partie ouest, qui est enfin sud-ouest sur la gauche, là, dans la diagonale gauche, plutôt sud, là, on est sur une zone beaucoup plus pentue, avec un sol beaucoup plus argileux. Voilà. Là, dans tout ça, on a 30 km de bocage, donc soit des arbres isolés, soit des alignements de chênes. On a à peu près 2000 chênes sur la ferme. Et ensuite, des multistrates avec du prunelier, du houx, de l'aubépine, un petit peu de ronce de temps en temps entre chaque arbre, et puis des arbres qui ont différents âges, quoi. On peut avoir des arbustes et des grands arbres. Voilà, la ferme, elle est aussi mêlée. Il y a un réseau hydrique assez important parce qu'on a 15 zones humides et mares sur la ferme. On en verra une tout à l'heure. Ce sont des éléments qui sont. Il y en a un seul qui a été drainé par mon prédécesseur. Mais sinon, ce sont des éléments avec lesquels on joue, qui sont intéressants pour nous, qui vont servir d'opportunité de pâturage à certaines périodes. Mais qui sont aussi parfois un peu difficiles à gérer, que ce soit en termes de broyage, de gestion du broyage. Il faut y aller que dans les années où c'est très sec, donc de nettoyage, d'entretien. Et aussi de pâturage, il faut y aller vraiment au bon moment quand ça porte suffisamment et que les vaches peuvent y aller. Voilà. Tout en maintenant derrière sa tête la problématique
du parasitisme dans ces zones très humides. Donc, vous voyez, là, la ferme, on est un peu plus près. Ferme écologique de Gorce, c'est le lieu vraiment où nous, on habite. Toute l'exploitation que vous pouvez voir là tu peux aller à celle d'après. Donc, nous, on a des objectifs qui sont assez clairs. Sur notre ferme, donc, je vais donner rapidement quelques chiffres sur l'élevage. On a 30 vaches de race Hereford qui sont à la repro chaque année, donc qui produisent chaque année 30 veaux. Et on garde ces veaux-là jusqu'à entre 3 et 4 ans, puisqu'on fait des bœufs et des génisses à l'herbe. Ce qui fait que avec un pâturage assez long sur l'année, on a une pression de pâturage qui paraît faible, notamment sur le printemps, mais qui, répartie sur 10 mois, est assez importante. Voilà. Donc, nous, dans nos objectifs, c'est le maintien des prairies naturelles. On développe aussi le pâturage tournant pour augmenter la productivité, pour essayer d'améliorer l'activité organique des sols. Et on essaye de travailler aussi sur le stockage du carbone et donc sur la fertilité. Chez nous, on est sur des sols avec des taux de matière organique assez élevés, des pH assez faibles. On est plutôt des pH qui sont proches de 5. Les taux de matière organique sont élevés, mais c'est une matière organique qui est lente, qui est faible, qui est un peu morte, en fait, qui est assez longue. Et du coup, on a besoin de recréer des cycles de matière organique un peu plus rapides, donc de nourrir en fait les bactéries et les champignons du sol de manière à ce qu'ils puissent dégrader un peu de matière organique et libérer un petit peu plus d'éléments nutritifs pour les plantes. Voilà, on va travailler aussi en pâturage régénératif. Alors chez nous, on entend ça, le pâturage régénératif, c'est du bale grazing, du pâturage de stock sur pied. L'hiver, on essaye de travailler en bale grazing. Ça fait 3 ans qu'on a développé cette pratique. L'idée, c'est de mieux répartir la matière organique. Avant, quand on a repris la ferme en 2017, notre prédécesseur travaillait en parcelle parking. Ça veut dire que l'hiver, il y avait 4 parcelles qui étaient utilisées pendant 4 mois. Et donc, la matière organique, pendant 20 ans, elle a été concentrée sur ces 4 parcelles-là. Et nous, on a choisi d'inverser et de répartir la matière organique pendant tout l'hiver. Donc, il faut réussir à jouer entre les clôtures, l'accès à l'eau, l'accès avec le tracteur, la portance des sols, l'ensoleillement. Enfin, c'est tout un tas d'éléments qu'on reprend. Par exemple, on va avoir des vélages là au mois de février. Les vélages de février, on va privilégier des parcelles comme la parcelle sur laquelle on a fait de l'agroforesterie avec un objectif d'hydrologie régénérative, où le soleil se lève à l'est, les veaux peuvent être éclairés tout de suite par le soleil levant, de manière à ce qu'ils puissent se réchauffer très tôt dans la journée et de maximiser l'effet de la parcelle, c'est-à-dire qu'ils peuvent se coucher le long de la haie, être abrités des vents d'ouest ou des vents du nord, parce qu'il y a plusieurs haies, et avoir le soleil levant. C'est hyper important pour nous. Vas-y, tu peux aller sur cette après. Donc, les actions qu'on a mis en place sur la ferme, sur le bocage, donc entretien des haies par la taille. Donc, on taille les haies avec un taille-haie sur le chargeur qu'on a fait fabriquer chez un concepteur de machines agricoles qui est à côté de chez nous, qui s'appelle Deslandes. Donc, c'est un gros taille-haie qui va sur un chargeur. Notre tracteur fait 85 chevaux, donc c'est pas un gros tracteur. Mais on peut tailler des branches jusqu'à 8 cm de diamètre. Donc, on peut aller dans les noisetiers, on peut aller dans les ronces aussi, mais on peut aller aussi dans du hou, là où ça peut être un peu difficile. Et donc, ça va très bien avec cet outil-là. On a aussi travaillé sur la plantation de haies, fleurs, fruits, fourrages et pour le feu, pour le combustible. L'idée, c'est d'élargir au maximum la palette d'offres, notamment pour la biodiversité, donc pour la biodiversité fonctionnelle, c'est-à-dire que notre idée à nous, c'est que plus notre niche écologique sur laquelle on se situe sera garnie par des habitants, donc c'est-à-dire d'autres insectes, des oiseaux, etc., moins on aura de risque d'avoir des attaques extérieures. On travaille aussi sur la mise en défense des cours d'eau, des berges des cours d'eau. On a repris une ferme sur laquelle il y avait de la paratuberculose et beaucoup de paramphistome. Du coup, plus on travaille sur cette mise en défense, moins on a de soucis. On a éradiqué la paratuberculose. Il nous reste encore quelque chose au niveau de la douve, notamment de la grande douve
à faire disparaître, mais ça, le cycle étant situé dans les zones humides, c'est un petit peu compliqué. Continuer. Donc, dans nos actions, pour nous, il faut savoir que c'est très important de maximiser le pâturage. On va faire du pâturage quasiment intégral 10 mois dans l'année. Cette année, on a réussi à pas arrêter le pâturage en amenant un petit peu de foin, mais en tout cas, les vaches sont toujours en train de pâturer, soit avec un fil avant, soit dans des paddocks, soit avec du foin déroulé. En tout cas, on travaille de manière à ce qu'il y ait du pâturage toute l'année. Même là, avec l'hiver qu'on a, on a réussi à passer ça. Donc le plein air intégral, j'en ai parlé. On travaille en fauche centrifuge, ça veut dire qu'on commence au milieu des parcelles pour aller vers l'extérieur des parcelles. Ça va être un élément un peu fort parce que quand on a des parcelles qui font 5-6 hectares, c'est un peu compliqué de s'organiser pour faire de la fauche centrifuge sans GPS, je dis bien. Nous, du coup, depuis qu'on a parcellisé, paddocké nos parcelles avec les haies, c'est beaucoup plus facile de se repérer dans une parcelle qui fait 1,5 hectare et de réaliser de la fausse centrifuge. De plus, quand vous faites ce truc, quand vous avez des haies tous les 70 ou 80 mètres, si vous commencez d'un côté et que vous repoussez la fauche jusqu'à l'autre haie, en fait, les animaux, vous les amenez à aller se réfugier dans l'autre haie, et donc il n'y a pas de souci pour qu'ils puissent aller après ensuite coloniser d'autres espaces, puisqu'ils peuvent utiliser les corridors écologiques qu'on leur laisse. Broyage différencié dans le temps, donc ça c'est un travail avec Charente Nature, de manière à ce que avant on broyait beaucoup au mois d'août, septembre, et du coup maintenant on a essayé de répartir le broyage au fur et à mesure dans l'année, parce qu'en fait sinon on avait tendance à, notamment sur les espèces de tout ce qui est serpent, on n'en trouvait pas parce qu'on pense qu'on a tendance à broyer les serpents en faisant des broyages à cette époque-là. Voilà, et donc pour le pâturage, je vous ai dit pâturage tournant, au fil, stock sur pied et balle gravée. On va aller sur celle d'après. Voilà, donc dans les actions aussi sur l'impact carbone, on a un vrai objectif, c'est de réduire notre impact carbone. Je vous ai mis, on fait une évaluation annuelle depuis qu'on a repris la ferme en 2017. En 2017, on avait déjà une ferme qui stockait, en plus de ce qu'elle émettait, on était à peu près à 40 tonnes d'équivalent CO2 stocké en plus par rapport aux émissions. Et depuis qu'on a mis en place tout un tas de mesures, on est passé à 125 tonnes équivalent stocké en CO2. Pour vous donner une idée, sur 700 fermes en Nouvelle-Aquitaine qui ont été testées par le Cap de Zère, il n'y en avait que 5 qui avaient un bilan carbone neutre à positif comme celui-ci. Voilà. Donc pour ça, c'est passé par la baisse de puissance des engins et aussi l'adaptation des engins, de matériel tracté et attelé, parce que si on baisse la puissance du tracteur, il faut aussi adapter la taille des broyeurs, etc. Et on a en parallèle réduit la consommation de gasoil. On était à plus de 4000 litres quand on a démarré par an, et maintenant on est à 2500 litres. Tout ça, bien évidemment, en essayant de limiter les ronces, etc. C'est-à-dire qu'il faut aussi que la ferme ne s'ensauvage pas de trop. On a besoin de garder des espaces de production pour les vaches. Donc ça, c'est un enjeu assez fort et qui, pour nous, nous tient à cœur. Et là, les haies nouvelles viennent nous apporter, puisqu'elles vont se mettre à stocker du carbone et à redonner du carbone au sol. Il faut savoir qu'une haie redonne à peu près 40% de sa biomasse chaque année au sol. Donc, c'est de la biomasse qui ne part pas en fumée. C'est de la biomasse en plus qui est produite sur la ferme et qui est redonnée au sol. Donc, forcément, ça a aussi un impact sur le bilan carbone. Vas-y, tu peux aller sur celle d'après. Voilà, dans les autres actions, on a fait un choix de race d'avoir des animaux rustiques qui sont capables d'être menés tout le temps en plein air, qui sont nourris exclusivement à l'herbe. Je vous ai mis apprentissage nourricier parce qu'on travaille beaucoup sur le fait que les animaux soient capables soit de manger du foin au sol, donc du foin déroulé, soit de manger du stock sur pied, donc ça veut dire des stocks de foin qu'on a laissé monter et qui sont encore présents au 15 juillet, voire début août, voire début septembre. Donc il faut que les animaux apprennent à faire ça. Et là, maintenant, depuis qu'on a les haies, il faut aussi qu'ils apprennent à manger les haies. Alors ça, c'est possible, on y arrive à leur apprendre. Le truc, c'est qu'une fois qu'on leur a appris, il faut aussi leur apprendre à ne pas y aller quand on ne veut pas qu'elles aillent manger la haie. Donc ça, c'est aussi l'autre point.
Voilà, ensuite tu peux passer, voilà, et donc du coup tout ça, toutes ces actions-là, on essaye de les valoriser sur notre mise en marché parce qu'on vend toute notre production nous-mêmes en direct ou en circuit court. On est classé en bio et on a aussi une partie de la ferme qui est en zone Natura 2000. Voilà, donc on va, voilà, donc les grandes actions de la ferme, c'est mettre en place un écosystème résilient, une capacité à s'auto-régénérer après des phases de stress. Donc ça, c'est important que vous sachiez sur la zone de Confolens en Charente, donc c'est l'est de la Charente. Avant les années 2000, on pouvait espérer avoir entre 0 et 10 jours à plus de 30 degrés. Depuis, on est plutôt entre 30 et 100 jours à plus de 30 degrés. Donc ça change vraiment l'impact sur le sol, l'impact sur la prairie, sa capacité à produire, etc. Quand je me suis installé, les voisins m'ont incité à faire des stocks de foin pour passer l'été, de manière à être capable de passer 5 semaines de sécheresse. Depuis 2017, j'ai eu 5 années de sécheresse, dont qui étaient plutôt à 3 mois de sécheresse. Donc on a vraiment un basculement où on a besoin d'avoir un système qui soit résilient face au stress hydrique, quoi. On cherche aussi un maximum à décarboner le processus de production pour maximiser l'autonomie en élevage. Donc ça veut dire réduire les flux, et notamment le flux, le flux de gasoil qui rentre sur la ferme. Et ensuite, les haies vont nous servir là pour la diversité de production, et notamment de la production nourricière, soit pour nourrir les vaches avec de la haie fourragère, soit pour nous nourrir, parce que dans certaines haies, on a remis, depuis qu'on s'est installé, si je ne dis pas de bêtises, on a remis à peu près 200 fruitiers. L'idée, c'est qu'à terme, on ait aussi une production nourricière à vendre sur le territoire. Donc tu peux passer. Voilà, ça c'est les différents éléments de la ferme. Là, donc vous avez le même document. Ce qu'on voit, c'est qu'on est sur le sol de la ferme, il est plutôt limonosable bleu, moyennement profond, sachant que sur cette parcelle-là, typiquement, quand on voit la zone verte et la zone bleue et la zone rose, c'est clairement visible sur la ferme, sur cette parcelle-là, quand on va dessus. Entre la zone verte et la zone rose, c'est pas du tout pareil, quoi. Sur la zone rose, on est sur ce qu'on appelle du tuf, c'est des petits cailloux de sable assez grossiers. Et quand on est au-dessus, c'est un peu plus hydromorphe, c'est un peu plus argileux. Donc voilà les pentes que vous retrouvez sur la parcelle. En gros, l'axe de la pente, il part de la route qu'on voit sur le bas et il traverse au niveau du numéro 0515 pour aller vers le 0517. Voilà. Et ensuite, vous avez une autre pente qu'on voit très très marquée sur le haut, en haut à gauche, avec une source, voilà, une source qui va du 522 au 529. On voit que c'est très marqué. Donc, tu peux passer à la parcelle d'après, à la diapo d'après. Donc, on a choisi de planter, on a essayé de planter sur les courbes de niveau, sachant que entre la carte IGN telle qu'elle est affichée et nous, ce qu'on voyait sur le terrain avec David quand on s'y est mis, on a vu quelques écarts. Donc, on s'est planté, on s'est plutôt concentré sur ce qu'on voyait nous sur le terrain et sur nos besoins. Nos besoins, c'était que l'eau ralentisse dans cette parcelle et qu'elle ne la traverse plus. Donc, on va voir sur d'autres diapos. Vas-y, continue les autres diapos. Ça, c'est le projet de plantation. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez la même parcelle avec un peu son histoire. Ça va vous donner un peu d'éléments. C'est important de regarder cette histoire de parcelle. La première photo, c'est entre 1950 et 1965. On avait une parcelle qui était ultra complexe avec peu d'alignement de chaînes au milieu et un usage de la parcelle qui était très, très intense et un peu labouré dans tous les sens et utilisé dans plusieurs sens. Quand on voit avec le temps, dès 1965, la parcelle elle a commencé à se simplifier, elle s'est coupée en deux. On rejoint la photo, la diapo qu'on avait avant avec la zone rose et la zone verte. Hein, c'est exactement les deux zones qui sont physiquement qu'on voit sur le terrain. Voilà, tu peux continuer à celle d'après, la diapo d'après. Voilà, et après, dès qu'on arrive sur les années 2000, la parcelle s'est simplifiée avec une seule gestion en prairie naturelle.
On voit l'axe central avec la partie qui est un peu plus verte hein, voilà, sur cette zone-là. Et la photo en 2020, la photo de droite, elle a été prise en 2020, c'est l'année de la plantation, donc une année qui était assez sèche. Et on voit la zone de concentration de l'eau. Donc l'eau se concentrait ici et elle se concentrait aussi un petit peu plus en amont. On verra qu'il y avait une zone humide qui n'est pas visible là, mais parce qu'on avait fait du foin en amont, mais qui a été qui était assez marquée. Donc vas-y, continue. Voilà, donc là, c'est la dernière photo que j'ai pu voir en 2003. Donc 2003, c'est pareil, c'est une période où on a eu une sécheresse. 23. C'était assez intense et on voit les arbres qui restent malgré tout. On voit quand même des lignes vertes sur les arbres et on a encore l'effet de cette hydromorphie qui se concentre un petit peu au milieu de la parcelle. Donc là, vous voyez les points. Donc les entrées d'eau, il y a une zone, une circulation de l'eau qui démarre au niveau de l'étoile, c'est-à-dire qu'au niveau de la route, les fossés rejettent l'eau au niveau de l'étoile. Ensuite, on voit l'eau qui circule un petit peu sur le dessus et qui vient se concentrer au niveau du triangle. Alors, notamment quand on a implanté la haie à cet endroit-là, pour vous donner une idée, quand on a fait les travaux de préparation du sol au mois de novembre, je me suis enfoui avec le tracteur pile poil à cet endroit-là. Donc, on avait vraiment une zone très, très humide à cet endroit-là, très, très hydromorphe, qui posait même des problèmes en fait, de gestion de la parcelle. Et puis après, on va plus loin et l'eau, ensuite, une fois qu'elle était rentrée dans le sol, elle s'écoulait parce qu'il y a il y a vraiment une chute de la pente au niveau du début de la flèche et ensuite elle se concentrait et s'écoulait là-dessus. On a une autre zone de grands écoulements qui est un talweg qui regroupe l'eau sur la partie verte. Nous, notre objectif quand on a implanté, ce qu'on voit sur les haies, on les a un peu courbées avec l'idée, c'est qu'elles ralentissent et qu'elles écartent sur les côtés, notamment en amont du triangle, qu'elles poussent l'eau, que la haie serve à pousser l'eau sur le côté gauche ou sur le côté droit. Voilà. Donc tu peux continuer. Vas-y, continue encore. Je peux prendre la main si tu veux Ouais. sur cette partie-là rapidement, puis après, de toute façon, on va pouvoir dérouler ce qu'on a observé ailleurs. Sur la composition, donc c'est une composition non exhaustive. C'est vrai que ces plantations sont multifonctionnelles, elles ont plusieurs fonctions, hein, comme souvent de fois avec les plantations d'arbres. Effectivement, il y avait la notion hydrologie régénérative par rapport à la gestion de l'eau de la parcelle. Mais aussi, étant donné qu'il y a du pâturage toute l'année, l'idée c'était d'apporter un complément sur le bol alimentaire et de tester avec Pierre-Antoine et son troupeau des choses. Vous allez avoir un certain nombre d'espèces qu'on a testées en plantation avec différents intérêts, hein, soit pour bien sûr de la biodive toujours en filigrane, mais du fourrage pour les animaux avec le charme, avec le cormier, avec le mûrier blanc très connu pour ça. On a mis de l'orme lutèce aussi pour une conduite arbre tétard peut-être dans le temps, du saule marceau, j'en passe et des meilleurs, du tilleul. Hein, l'idée c'était aussi c'est un support d'expérimentation, c'est un support de voir comment le végétal va se comporter, de voir comment le troupeau va se comporter. Moi j'avais été assez surpris lors d'une dernière visite chez Pierre-Antoine où on avait fait un peu de taille sur les cormiers et les vaches étaient vraiment hyper friandes du feuillage de cormier, donc ça m'a un peu surpris aussi. Donc ça nous permet d'être toujours un petit peu en veille sur ces aspects-là, parce que moi c'est ce que j'aime bien dire quand même quand on crée des projets comme ça, c'est qu'on les co-construit et il y a pas de... Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de certitude. On avance un petit peu le nez au vent aussi, même s'il y a des concepts et tout ça, hein, mais voilà, en fonction du terrain et des habitudes du troupeau, on va forcément avoir des choses un peu différentes, quoi. Donc, on peut s'étonner aussi on est sur un secteur à chêne pédonculé, donc évidemment, ça c'est un chêne avec Pierre-Antoine qu'on a décidé de pas mettre, hein. C'est des arbres qui sont pas en forme sur le bocage de Charente-Limousine, donc on a remis du chêne, mais on a travaillé un peu sur le chêne rouge. On a mis une pièce sur le chêne pubescent qui n'est pas forcément le secteur de prédilection sur la ferme et sur le secteur de Charente-Limousine, mais quand même, c'est des arbres qui tirent leur épingle du jeu par rapport aux aspects séchants et aux aléas climatiques, quoi. Je ne rentre pas plus dans le détail. S'il y a des questions sur les espèces, on pourra échanger tout à l'heure. Je te redonne la main, Pierre-Antoine. Ouais.
Alors, du coup, on va essayer de brosser un petit peu, l'analyser. Quelles ont été les contraintes rencontrées pour la réalisation de ce dossier? Donc, pour moi, c'est la préparation du projet sur plusieurs années. Il a fallu identifier les pentes, observer la dynamique de l'eau, parce qu'en fait, sur la parcelle, c'est pas comme sur la carte IGN. Il y a des choses en fait qu'on voit qui sont un petit peu différentes. On retrouve aussi les pratiques culturales des années précédentes. C'est pour ça que c'est important de regarder ce qui s'est fait sur la ferme sur 40 ou 50 ans. Je pense qu'il faut déterminer ses objectifs. Chez nous, c'était très clair, hein. C'était des paddocks, réduire la taille des parcelles. On passe d'une parcelle de 7 hectares et demi en un seul tenant à 7 petites parcelles. Donc ça, c'est hyper intéressant en termes de gestion de pâturage tournant pour le pâturage. C'est beaucoup plus simple, quoi. Il faut tester les paddocks avec des clôtures électriques mobiles. Nous, dès la deuxième année, on avait posé des clôtures électriques mobiles, regardé comment les vaches se comportaient, est-ce qu'elles passaient bien là où on avait identifié de passer, etc. Est-ce que c'était pratique pour passer avec le tracteur? Bref, on a tenté le projet un peu en amont, c'est-à-dire avant de mettre les haies, on avait placé des fils et on a regardé comment les vaches se comportaient là-dessus et voir aussi s'il y avait une certaine cohérence dans les paddocks, c'est-à-dire que comme on a vraiment des types de sol différents, comme la parcelle est coupée en deux, est-ce que la consommation était la même des deux côtés? Clairement, mon prédécesseur me disait que les vaches, elles allaient jamais en bas manger. Bah, depuis qu'on a mis en paddock, du coup, on peut les obliger à manger ces parcelles-là, et donc forcément, on arrive à régénérer les espèces qui sont présentes, puisque avant, elles se faisaient pas croquer, et maintenant, elles se font croquer. Voilà. Et après, il a fallu engager le projet. Vas-y, tu peux continuer. Dans les autres contraintes, alors c'est des contraintes, même si nous, on a considéré que c'était une opportunité, donc on les a construites, on les a utilisées autrement. Donc il a fallu adapter son matériel de traction au paysage. L'idée, c'est que c'est le matériel qui s'adapte au paysage et pas le paysage qui s'adapte au matériel. Donc du tracteur plus léger, un grand rayon de braquage, et puis acquérir du matériel d'entretien des haies. Donc je vous ai mis taille haie sur le chargeur et aussi broyeur d'accotement. Certains pourront penser pourquoi j'ai pas utilisé les pareuses. Pour moi, les pareuses et la haie, ils font pas bon ménage. C'est pas, il faut pas qu'ils vivent ensemble. Voilà. Donc c'est juste une question de choix. Voilà. Donc ensuite, dans les observations sur la zone, la zone humide située dans le triangle bleu, aujourd'hui, elle n'existe plus. Clairement, l'eau, elle ne se concentre plus à cet endroit-là et elle est bien éclatée de chaque côté. Et l'eau s'accumule moins au niveau de la flèche bleue. Sachant qu'attention, les prairies, les haies, elles ont que 5 ans. Donc, on a vu dans le travail de David qu'il faut entre 10, entre 15 et 20 ans pour qu'il y ait un vrai effet, un effet lié aux racines, un effet lié aux arbres, etc. Donc là, les haies n'ont que 5 ans. Je pense que les effets vont être encore meilleurs dans les années qui viennent, quoi. Le comportement de la parcelle, au niveau de la parcelle, il y a plus d'hydromorphie, on n'a plus de Joe qui apparaît, et on espère obtenir un effet refroidissement lorsque les arbres sont plus hauts, avec plus d'ombrage et aussi un effet sur la matière organique. Continuer. Du point de vue de la prairie, on a pour l'instant un maintien du niveau de production et un pâturage tournant ou un pâturage au fil qui est beaucoup plus facilité parce qu'en fait, les vaches, elles acceptent d'être dans une zone où elles peuvent s'abriter, même si les arbres aujourd'hui, ils font 1,20 m, 1,50 m, certains 2 mètres, mais ils arrivent à s'abriter quand même du vent, des choses comme ça. On voit les veaux qui se couchent au pied des arbres. Alors que quand il n'y avait que juste un fil, elles avaient du mal à s'abriter. Au niveau du troupeau, le vélage en plein air, il est facilité car clairement les veaux ont plus d'abri. On a des difficultés parfois à les tenir derrière les fils car les arbres sont très impétents, notamment quand on est sur des périodes début d'été, genre début juillet, où on ne veut pas encore faire manger les arbres, on veut attendre un peu, surtout là que les arbres sont jeunes. Les vaches ont tendance à mettre le nez par-dessus le fil, donc il faut un bon courant pour ne pas avoir de problème. Voilà, on a une circulation qui, à notre avis, est plus aisée avec les paddocks, et on a un pâturage hivernal qui est facilité par la réduction de l'eau dans les parcelles. Voilà. Merci Pierre-Antoine. Merci beaucoup à tous les deux pour votre présentation très complète. Nicolas, je vais
te donner la main par rapport aux questions. Ouais, je prends la main, ouais. Oui, merci, super hein, On est parfait niveau timing. Alors, donc, Pierre-Antoine et David, là, il y a quelques questions qui sont arrivées. Les premières, c'est au niveau de l'organisation sur la ferme. Combien vous êtes sur la ferme? Est-ce que tous les travaux là vous ont contraint à augmenter la main-d'œuvre ou pas? Il y a quelques questions aussi sur la taille de l'exploitation, la SAU, peut-être la repréciser. Et est-ce que vous êtes autonome en fourrage? J'ai compilé là les 3-4 questions sur la présentation de la ferme. Ok, donc on est à deux à réfléchir à la ferme. Ma femme va s'installer. Pour l'instant, elle travaille à l'extérieur, mais elle ne travaille pas physiquement sur la ferme. Par contre, on est à deux à penser le système. Je travaille tout seul au quotidien. On prend quelques stagiaires comme ça, mais c'est 5-6 semaines par an. Voilà, sinon je travaille tout seul. Je m'occupe de la ferme en entier tout seul. Donc pour repréciser, c'est 150 hectares d'un seul tenant. C'est très important, c'est d'un seul tenant. Parce qu'en fait, en termes d'efficacité dans le travail, bah là, en ce moment, je pars le matin à pied. En 1 heure, j'ai fait le tour de tous les troupeaux et j'ai pu nourrir tout le monde, quoi. Quand les jours où je ne dois pas fourrager avec le tracteur, les jours où j'ai juste des fils à déplacer, en 1 heure, ça passe. Voilà. Et puis, la dernière chose, oui, bah, c'était et l'autonomie fourragère. Pour moi, c'est très important de ne pas acheter de fourrage parce que ça ne rentre pas dans mon modèle économique. Donc, aujourd'hui, on a à peu près, notre objectif, c'est d'avoir 1 année d'avance en stock. Donc, on a à peu près entre 450 et 500 bottes en stock quand on démarre la période de fauche, qui est à dire, nous, on va commencer à faucher vers le 10 juin et pas avant. Donc, on produit à peu près 450 bottes par an, 400 à 500 bottes de foin par an, et on est autonome comme ça, c'est-à-dire que chaque année, en gros, on utilise le stock de l'année dernière, et après, ça peut varier d'une année sur l'autre en fonction de soit de l'offre de la production d'herbe, soit du manque. Juste pour compléter aussi, concernant l'implantation des haies, effectivement, bah, ça génère du travail en plus, hein, réaliser des préparations de sol, voilà, planter les arbres, pailler, protéger, tout ça. Donc, bah, comme dit différents territoires de France, il y a des possibilités de financement public ou privé. Et dans le cas précis, on a pu faire appel de mémoire au plan de relance. Et donc, suivant comment sont montés les dispositifs, eh ben, on peut aussi avoir une enveloppe complémentaire, je dirais, pour pouvoir faire participer ou travailler une entreprise spécialisée ou un chantier d'insertion spécialisé. Et donc là, ça a été le cas aussi, une fois que l'épiquetage avait été préparé, il y a eu du travail qui a été délégué au chantier d'insertion avec lequel on travaille depuis de nombreuses années pour réaliser les plantations, pour protéger les arbres. Voilà, et réaliser de la mise en place des paillages, quoi. Ouais, une implantation, pour moi, c'est 1 kilomètre de haies quand on commence à faire les dossiers avec David, c'est-à-dire on va sur le terrain, on réfléchit, et à la fin que je peux lâcher les vaches en étant confiant que tout est terminé, c'est 1 mois de travail. Ok. Ensuite, il y a des questions, alors ça a été précisé, mais peut-être pas assez, sur quelle utilisation vous faites de tout le bois de taille. Est-ce que bois énergie, comment c'est redistribué aux animaux? Est-ce que il y a de la haie fourragère? Voilà, peut-être à préciser ça un peu plus. Alors, c'est deux choses. Là, la haie qu'on vient de vous présenter, elle a 5 ans. Donc, le bois de taille, il n'y en a pas beaucoup, quoi. C'est pas des gros volumes. Pour l'instant, on essaye que ça monte en hauteur, donc c'est pas des volumes absolument hallucinants. Après, on a le bois de taille des autres haies qu'on a sur la ferme, qui sont des haies entre guillemets sauvages, c'est-à-dire autonomes, qui sont plutôt placées sur les anciennes clôtures embarbelées. Donc souvent, c'est sur les délimitations cadastrales. Et là, on laisse les vaches aller les manger. Maintenant, quand on commence à les tailler et tout ça,
c'est assez difficile de les donner aux vaches parce que quand vous avez du gros prunelier et comment ça s'appelle, de l'aubépine ou des choses comme ça, bon, j'évite de mettre les vaches dedans pour pas avoir de problème d'épines dans les pattes et des choses comme ça. Voilà. Après, quand on ébranche des chênes ou des noisetiers, bon, ça c'est les vaches qui mangent et ensuite on met le bois. Mon propriétaire aime bien que le bois soit mis dans des linéaires, entre deux chênes ou des choses comme ça, de manière à ce qu'il reste sur la parcelle. Ok. Et peut-être un peu plus préciser quelles essences ont été plantées spécifiquement pour affourager les animaux? Alors on peut revenir dessus. Effectivement, on s'interdit rien. C'est ça qui est intéressant aussi dans ces projets-là. Et quand il y a une ouverture aussi d'esprit pour le faire, ça permet d'aller un petit peu plus loin. On va dire qu'on a mis des classiques, hein, et il y a encore cette histoire d'éducation au troupeau aussi pour l'amener à manger ces végétaux-là. Mais donc il y a le charme, il y a l'orme lutèce, on a testé le peuplier blanc, le peuplier noir, peut-être à terme à conduire en tétard. On a mis quelques frênes, même si voilà, on n'est pas avec la Calarose, voilà, c'est toujours un petit peu délicat. On a mis quand même un petit peu de ces éléments-là. Il y a du tilleul qui a été installé aussi. On a mis différentes essences. On s'est rien interdit. Ça sera parce que vous voyez, quand on a fait la conception des haies, le cormier, je l'avais pas mis dans les espèces à pâturer, quoi. Je me suis pas dit, tiens, elles vont être friandes de ça. Sauf que au moment où on est passé, en tout cas, eh ben, c'est là que à ce moment-là, il y avait une certaine appétence. Donc, je pense qu'il y a plein de végétaux que les vaches vont pouvoir venir piocher à des moments opportuns. Après, tout reste à construire. Comme le disait Pierre-Antoine, les haies sont jeunes. Qu'est-ce qu'on va faire en réalité? Est-ce que ça sera de l'entretien latéral avec le chargeur bar sécateur? Est-ce que ce sera, on ouvre les clôtures et on laisse les vaches pâturer? Est-ce qu'on crée des tables d'affouragement? Tout est possible en fait encore, c'est encore un petit peu trop juste pour le moment sur la méthode, en tout cas. Ok. Ensuite, il y avait plusieurs questions qui se regroupaient aussi sur l'amont du projet. Comment vous avez identifié les pentes? Et est-ce qu'il y a eu un travail du sol avant plantation, dans la parcelle? Voilà, comment ça s'est décidé le projet? Comment vous avez fait pour implanter les haies à tel endroit? Voilà, tout cet amont à la plantation là. Bon, faut savoir que cette parcelle, elle est physiquement, quand vous êtes sur le terrain, vous voyez quand même tout de suite les zones d'accumulation d'eau, les zones où elles ressortent, etc. Donc, on a pu travailler en regardant la carte IGN de manière à faire une théorie et ensuite sur le terrain réaménager un petit peu par rapport à la carte. Donc ça s'est fait comme ça avec David. On a fait un rendez-vous, on a passé beaucoup de temps à regarder ça. Ensuite, sur le travail du sol, moi, dans ma pratique de travail du sol, j'ai une pratique un peu atypique, je pense. Je sous-sole. Je sous-sole, en fait, avec une sous-soleuse qui n'a qu'un seul soc et qui descend à 70 centimètres. Et je vais passer à... En fait, si vous avez un rang de haies, je vais passer deux fois à 20 centimètres d'écartement pour essayer de faire vraiment une zone très meuble. Et donc, s'il y a deux rangs, je vais passer quatre fois, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, pour essayer d'être tranquille pour l'implantation et pas avoir de soucis sur le dessus, on a labouré très, très rapidement. On a fait un petit labour, sachant qu'on a laissé la raie au milieu de la haie, entre les deux rangs d'implantation, et pas des raies extérieures. Donc ça joue aussi parce que du coup, l'eau, il y a les coups de sous-solage, plus l'arrêt qui vient faire une espèce de petit fossé, comme une baissière, qui va venir collecter l'eau. Et après, on a travaillé juste sur le dessus avec un vibro, histoire d'avoir une terre fine pour pouvoir implanter dans des bonnes conditions. De mémoire, Pierre-Antoine, il me semble aussi que pour l'implantation, pour peut-être compléter, parce que je me rappelle de ça,
c'est vrai qu'il y a il y a une lecture qui se fait sur le terrain de manière assez claire. Et pour affiner ça, il me semble que tu as travaillé aussi avec des points GPS. Mm. Est-ce que tu peux, parce que c'est vrai que bon, j'ai vu quelques commentaires dans le chat. Effectivement, il peut y avoir du matériel de topographie qui peut être utilisé. Il y a différents outils qui permettent de se placer vraiment sur la courbe de niveau, hein, qu'on a déjà vu. Mais là, c'était pas le cas. Est-ce que tu peux juste repréciser un peu, s'il te plaît? Bah, moi, j'avais pas ces compétences-là de géomètre, donc j'ai travaillé en fait avec mon téléphone et j'ai affiché Géoportail et je me suis mis au milieu de la parcelle et j'ai enregistré des points GPS qui me paraissaient importants pour pouvoir après travailler sur la carto chez moi, quoi. Et comme ça, dans la parcelle, j'enregistrais, je nommais ce point GPS. Bah, c'est la première diapo où on a vu avec il y a tous les petits points bleus. Je nommais ces points GPS, qui m'a permis après de regarder sur la carto avec soit un fond de carte IGN, soit un fond de carte comment, photo, et ensuite de retravailler sur le terrain pour, en fonction des points qu'on avait déplacés, de pouvoir les remettre aux bons endroits avec des piquets de clôture électrique, quoi. Ok. Ensuite, il y a quelques questions aussi sur vraiment les moyens de protection de la haie. Alors aussi bien pour les bovins, mais aussi pour la faune sauvage. Bah, je veux bien parler pour tout ce qui est faune sauvage. Effectivement, on a en Poitou-Charentes et Nouvelle-Aquitaine, hein, voilà, c'est pas un scoop. On a des des densités de gibier qui peuvent impacter la réussite des plantations. Donc, on est en protection systématique pour chaque arbre. Donc, sur les arbres d'avenir, cormiers, chênes et autres, on va plutôt travailler sur de la clôture plastique. Et ensuite, sur les jeunes plants de haies, on est en train de plutôt généraliser tout ce qui est gaine carton, hein, qui est bon. Il y a pas d'idéal dans dans la protection des végétaux face à la faune sauvage. Il n'y a rien d'idéal. Si on met du plastique et que les chevreuils sont présents, bah, ils peuvent quand même manger les plants. Donc on est toujours un petit peu confronté à ces problèmes-là. Mais en tout cas, la protection systématique par du plastique ou du carton nous permet quand même de laisser au végétal le temps de faire de la racine plusieurs années, même s'il est malmené. Et à un moment donné, ben voilà, on a travaillé avec des répulsifs, notamment à base de graisse de mouton et autres aussi, hein, sur ce site-là, hein. Il y a eu des sessions mises en place de laine. Et qui ont permis de faire partir les végétaux et que la dent des chevreuils voilà, puisse être un petit peu limitée, quoi. Et après, pour les clôtures, Pierre-Antoine, je te laisse. Bah, nous, on a mis un réseau de clôture électrique. Donc, la parcelle, elle est, enfin, les linéaires sont clôturés de chaque côté. Ça rajoute un peu de travail parce qu'au départ, vous avez les chevreuils qui passent sous le fil. Parce que même si vous pouvez mettre 5 ou 6 000 volts, les chevreuils, ils arrivent à passer sous le fil. Et du coup, ils ont tendance à faire accrocher les fils dans les branches. Donc, il y a un peu de travail. Euh, Moi, c'est une plantation, on n'a pas eu trop de pertes, hein. Non. On est à moins d'1% de pertes. On a juste les mûriers blancs qui ont eu beaucoup de mal à démarrer, mais qui maintenant sont lancés. Sinon, sur le fond, en bas de la parcelle, qui est la partie la plus proche d'un bois, là, on avait des grosses attaques. Mais faut savoir que quand vous êtes sur une zone où il y a autour de nous, il doit y avoir, je sais pas moi, 200 ou 300 hectares de bois, plus les 29 autres kilomètres de haies que nous on a, plus celles des voisins. En fait, il y a aussi une offre alimentaire qui est pléthore, et donc forcément, on n'est pas dans le cas où on est au milieu d'une parcelle en Sologne, enfin pas loin de Romorantin par exemple, où on en plante une haie, et là, quand les chevreuils ils arrivent, ils ont que cette haie-là à manger, et donc pour eux, c'est forcément c'est l'orgie, quoi. Nous, on a la chance que, bon, en plus, si on met les vaches assez souvent, dès l'instant qu'on y va, Ouais. nous on va passer, il y a le chien qui passe, bon, il y a globalement, je trouve que les plans s'en sont bien sortis, même si sur la face la plus proche du bois, ils ont mis du temps ils ont mis une année de À plus sortir. à se développer, quoi. Mm. Me- Merci, Luc. Super. Donc, très bien. Donc, pour ceux qui le souhaitent, on va continuer un tout petit peu. Si vous avez des questions à poser, on va continuer un tout petit peu le webinaire donc jusqu'à 14h45.
On va essayer éventuellement de vous donner la main. À moins que Nicolas, tu avais relevé d'autres questions. Sinon, on peut proposer aux gens de les poser directement. Il y avait deux, trois autres questions, Laura, puis après on donne la main. Ouais. On se Ouais. donne jusqu'à 14h50. Allez, ça marche, 45-50, ouais. Il y avait quelques besoins de précision, je crois, Pierre-Antoine et David, là, sur le matériel de coupe et sur l'entretien que vous faisiez. Voilà, comment vous gérez, avec quel matériel? Alors, je regarderai s'il y a une autre question, je regarderai si j'ai pas une ou deux photos du taille-haie qui va sur le chargeur. Donc, c'est un taille-haie qui fait à peu près 90 cm de haut et on peut passer sur la face que en vertical le long des haies. Donc, il faut savoir que cette parcelle-là, je l'ai encore jamais faite parce qu'elle est en croissance. Donc, pour l'instant, le seul entretien qu'il y a, c'est broyeur d'accotement pour vraiment limiter les départs de ronces au pied de la haie. Donc, c'est ça. Et de temps en temps, je dirais une fois par an, je vais passer avec le taille-haie manuel. Donc, je vais un taille-haie thermique. Euh, L'idée, c'est pas de faire tout le linéaire, c'est de passer assez vite à pied. Ça va me prendre trois quarts d'heure, une heure, où je vais faire 1 kilomètre de haie, mais sachant que je fais les deux faces, donc ça fait 2 kilomètres. Et en trois quarts d'heure, une heure, j'arrive à passer toute la parcelle de manière à être sûr de ne pas avoir de perte d'électricité pendant l'été, quoi. Donc il y a juste ça pour l'instant. Ensuite, David est passé une fois, on a fait de la taille au sécateur, mais ça, c'est de la taille de formation. Euh, pour l'instant, c'est tout ce qu'on fait parce que ce que je veux, c'est qu'elle se garnisse, la haie. Après, je pense que la question, c'était qu'est-ce que c'est un tailleur? C'est un sécateur hydraulique? C'est un lami à couteau? C'est une barre sécateur montée C'est une barre, c'est une sur un barre chargeur. qui C'est comme les gros. avec lame contre lame. Oui, Ouais, c'est ça, d'accord. lame contre lame. C'est ça. Ok. Et après, c'est Euh, vrai que juste par rapport à la gestion de la haie, juste vite fait, au niveau de l'itinéraire technique, effectivement, on est sur de la pose de paille de lin le paillage des haies. Et donc, c'est vrai que les 3 premières années, et même quand on est revenu faire un peu de taille, au bout de 4 ans, en fait, la paille de lin n'était toujours pas dégradée, quoi, parce que c'est une fibre qui est assez dure. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, on a quelque chose qui est assez, qui limite l'entretien justement de la haie, en tout cas. Juste pour la parenthèse. Et je pense que David, il y avait aussi une question du coup, est-ce qu'il y a eu des aides pour l'achat ou la construction des matériels? Bah, en tout cas, pour la fourniture des plans, la fourniture de la paille et des protections, effectivement, le plan de relance a permis, alors j'ai plus les montants de subvention ou les pourcentages, mais je pense qu'on avoisinait les 80%, Pierre-Antoine. J'ai plus les Ouais, chiffres en tête. Ouais, on est à 8 euros du mètre linéaire. On est à 10 euros. On est à 10 euros hors taxe d'investissement du mètre linéaire et on est à 8 euros pour moi. ouais, c'est ça. Ok. Et sur l'achat de matériel? Pour Alors, l'achat de l'entretien? matériel, rien. C'est le taille-haie, je l'ai fait à une période où il n'y avait pas encore d'achat de matériel. Et je l'ai fait faire. En fait, en plus, c'est une innovation. Ils avaient jamais fait ça. Enfin, le taille-haie, on l'a depuis 2018 ou 2019. Il y en avait très peu à cette époque-là. Ok. J'essaye de Alors, vous trouver après, une photo. ouais, moi, je peux peut-être apporter un brin de réponse, hein. Nous, pour la région Nouvelle-Aquitaine, on a tous les ans un dispositif d'aide pour financer du matériel. Et sur l'entretien des haies, il peut y avoir broyeur de clôture ou lami à sécateur. Il y a des dispositifs d'aide régionaux en Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, il y avait une autre question, pardon, euh, sur l'acceptabilité de la perte de surface. C'est-à-dire que les haies vont forcément grandir, grossir, est-ce que vous avez évalué la perte? Jusqu'à quelle largeur vous êtes capable d'accepter la perte de surface? Voilà, une réflexion par rapport à ça. Bah, moi, je considère que c'est un gain de surface. Pardon, mais c'est un peu provocateur, mais en fait, on va cultiver, une fois que les arbres seront poussés, ils vont faire
peut-être 5 mètres de haut. Globalement, si vous prenez 5 mètres de haut par 1 km, ça fait 5000 mètres carrés. Fois 2 faces, ça fait 10 000 mètres carrés, alors que l'emprise au sol, elle est de 2 mètres. Donc, en gros, on a perdu au sol potentiellement 2 mètres carrés, 2000 mètres carrés, mais on a gagné 10 000 mètres carrés de surface de feuilles, etc. Donc, moi, je le vois comme ça, c'est-à-dire c'est de la culture verticale, quoi. C'est-à-dire qu'à surface ISO, cette parcelle-là qui faisait peut-être 7 hectares, elle a perdu 2000 mètres carrés de surface au sol liée à l'implantation de la haie, c'est-à-dire là où tu as tes racines, mais elle a gagné 8000 mètres carrés liés à la façade verte qu'on a créée à la verticale. Et ce qui m'intéresse aussi dans cette façade, dans cette surface de gagné, c'est que c'est une surface qui va être disponible aux animaux au moment où ma prairie, elle est grillée. C'est-à-dire qu'au 15 août, quand la prairie va être grillée, je vous ai parlé des températures sur le territoire, il va me rester les feuilles des arbres que je pourrais donner à mes animaux, quoi. Ok, super. On a quasiment fait le tour, j'ai l'impression. Il y a une autre petite Oui. question sur le plessage. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez imaginé ou pas? Non. En fait, David, tu pourras peut-être en reparler, mais moi, je peux pas être partout. Il y a eu des questions sur les UTH tout à l'heure et c'était très légitime. Et clairement, moi, la haie, faut pas que je l'arrose. Faut que je la taille le moins souvent possible. Faut qu'elle se débrouille toute seule et qu'elle soit bien disponible quand j'en ai besoin pour donner à manger aux vaches. C'est tout ce que je lui demande. C'est vrai qu'après, effectivement, le plessage, mais c'est des pratiques qu'on a moins sur d'autres territoires quand même. C'est vrai que l'aspect, après, c'est toujours des chouettes aménagements, à la fois pour la biodiversité, pour l'eau, tout ce qu'on a évoqué. C'est vrai que la mise en place est un petit peu longue, il faut du monde, il faut de la main-d'œuvre. Voilà, c'est du temps long. Et puis, bon, voilà, comme disait Pierre-Antoine, voilà, sur ces questions-là, c'est quand même un peu compliqué. Il y a beaucoup de choses à faire sur la ferme et voilà quoi. Et en plus, enfin voilà, est-ce que en plus en faisant ce plessage-là, on serait sûrement obligé de conserver les clôtures électriques pour pas que les bovins dégradent trop la haie, soit à trop manger, soit à pousser. Bon, ça se fait dans d'autres territoires et ça marche très bien avec du prunelier, de l'aubépine, même du charme, hein, même des grands végétaux. C'est une autre approche, ouais, je crois. C'est très beau, mais là, ouais. Il n'y a pas beaucoup de vestiges en Poitou-Charentes, en tout cas. Et alors, une petite dernière qui vient d'arriver là, au sujet du label ADEME Bois Bocagé. Oui, en Alors, fait, je pense que, ouais, est-ce que vous avez labellisé vos pratiques? C'est ça? Voilà. Ouais. Mm. Non, j'étais pas au euh, courant. donc, après, est-ce que c'est avec l'ADEME ou est-ce que la question, c'est le label haie? Et les deux Euh, qui se sont posés. euh, Ouais, il y a les deux qui sont Mm. arrivés, ouais. Mm. donc, effectivement, ça serait des possibilités, hein. Le label haie permet d'avoir un cadre un petit peu sur la gestion des haies et une valorisation financière à l'hectare pour l'exploitant. Il y a des choses qui bougent sur le territoire, notamment avec la mise en place des PSE aussi. Donc, ce sera peut-être effectivement à terme des choses à étudier. Voilà. Et c'est vrai que la gestion extensive, en plus, comment dire, ça serait vraiment adapté étant donné que voilà, il y a l'interventionniste ou les coupes, tout ça sont assez limités sur la ferme, quoi. Alors, oui, je me suis pas encore penché là-dessus. Pour l'instant, sur le label haie, il va falloir enfin, sur l'intégration de la haie, même au niveau de la PAC, là, ce dont tu parles. Bon, peut-être que c'est l'année où il faut qu'on s'y penche. Et ouais, je crois qu'il est 45. Moi, je dirais, je vais poser une petite dernière pour conclure. Est-ce que, on va dire, si c'était à refaire, il y a des choses que vous auriez fait différemment et un petit avantage, inconvénient, résultat observé, voilà, pour terminer.
En tout cas, pour ma partie, sur la conception de la haie, effectivement, il y a peut-être des choses que, là, je me rends bien compte que, comme le peuplier blanc, je suis pas certain que les vaches vont vraiment être intéressées par cette espèce-là. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on construit toujours sur ces projets-là, on essaye des choses et de voir si ça fonctionne ou pas. Ça aurait été effectivement intéressant. Euh, je ne sais pas, en tout cas, pour ce qui est de la conception et plus par rapport au terme du webinaire et de l'hydrologie, effectivement, de mon côté très personnel, voilà, là, j'ai un besoin de formation grandissant sur ces questions-là et on aurait pu aborder des choses avec peut-être la création d'une nouvelle mare ou de créer des espaces tampons différents pour avoir l'eau un peu différemment, en plus sur la parcelle, d'aller encore plus loin. Dans la démarche hydrologie régénérative. Ce serait peut-être ça, pour ma part, d'aller encore plus loin, parce que là, effectivement, c'est tout frais. On va voir comment ça se comporte. Alors, même s'il n'y a pas de baissière, comme le disait Pierre-Antoine, le fait d'avoir préparé les sols de cette façon-là, bah, on a quand même une mini baissière qui se fait entre les lignes d'arbres. Mais voilà, d'avoir une parcelle vitrine et puis d'être allé plus loin sur l'hydrologie, ça m'aurait. Voilà, un petit regret, ouais. Moi, l'avantage que je vois, c'est que l'effet le plus fort que je vois, j'en ai pas plus parlé que ça avant, mais c'est qu'il y a quand même une source en aval qui ne marchait pas avant et qui depuis C'est vrai. produit. Donc ça veut dire qu'à un moment, il y a de l'eau quand même qui est passée ailleurs et on maîtrise pas tout ce qu'on a fait, mais il y a eu un impact, sachant qu'on n'est pas dans des années de plus en plus humides, hein, mis à part l'année 24. 2024, mais sinon c'est tout. Euh, Moi, j'aurais besoin, je pense qu'il y a de l'évolution à faire sur les clôtures. On a besoin d'avoir des clôtures qui sont plus vraiment une clôture électrique qui est plus adaptée à la haie, avec peut-être, je sais pas, des piquets qui sont pensés pour qu'il y ait un espèce d'effet glissière où, quand le jour où on veut entretenir, on peut faire descendre le fil très vite de manière à entretenir très simplement. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup de manipulation quand on veut vraiment tailler la haie. Voilà, il y a peut-être des choses sur l'innovation qui nous manquent aujourd'hui et qui vont arriver dans les années qui viennent avec les niveaux de plantation qu'on a ces derniers temps. Voilà, il y a pour moi, je trouve que les clôtures électriques, elles sont faites elles sont faites pour délimiter des champs, pour refaire des paddocks, mais quand on les recolle à côté d'une haie, elles sont un peu Non. limitées, quoi. Ouais. J'aimerais bien qu'il y ait je sais pas, des gens qui travaillent sur de l'innovation de clôture électrique bien adaptée sur la gestion de la haie, quoi. Surtout quand c'est une haie qui est en courbe, qui n'est pas plantée de manière rectiligne, quoi. Ouais. Mm. Bon, eh bien, ça Ok. sera peut-être le prochain webinaire. Comment avoir des clôtures faciles pour entretenir les. Donc, ben, merci beaucoup à vous deux. Donc, on va mettre fin à la réunion. Donc, le webinaire sera rediffusé. Sera rediffusé. On va choisir le site internet, mais quoi qu'il en soit, tous les participants recevront un lien de partage à cette rediffusion. Merci beaucoup, merci à tous et bonne journée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Tu coupes le